Au Gabon, on peut parler d'un véritable gang, d'une mafia. À la tête de ce gang, de cette mafia, le parrain, en fait, c'est une famille, la famille Bongo. Et pourquoi on peut se permettre d'employer le terme gang? Parce que vous avez dû entendre une expression, si vous la tapez sur Google, qui est devenue caractéristique du Gabon, c'est l'expression de crime rituel. Il n'y a qu'au Gabon qu'on entend beaucoup ce terme employé. Et les moteurs de recherche vous enverront directement sur le Gabon. Donc, pourquoi parlons-nous de ces crimes rituels? C'est en fait une forme de pervertissement des rites maçonniques mélangés à des pratiques africaines et qui donnent comme ça un instrument d'abord de recrutement, de fidélisation des membres du gang et d'assujettissement de ces membres. Donc les rites initiatiques consistent souvent à faire du prélèvement d'organes organes humains, cœur, clitoris, poumons, etc., que l'affilié va venir apporter au gang pour prouver sa soumission. Le but, c'est de se tenir les uns les autres par la barbichette. Donc, c'est un élément par lequel les membres prouvent leur compromission et leur soumission. Donc, c'était le premier point, le Gabon aux mains d'un groupuscule d'individus affiliés au clan des Bongo. Le deuxième, c'est le Gabon aux mains de dirigeants de très basse conscience. Pourquoi on peut se permettre de parler de basse conscience? Parce que en regardant tout à l'heure la vidéo de Sylvie, vous avez peut-être vu le décor, le paysage urbain qui est totalement dégradé. Ce n'est pas tolérable dans un pays qui est considéré comme pays riche d'Afrique. Mais pourquoi cela a-t-il lieu? C'est une question de conscience des dirigeants. Leur mobile d'attachement au pouvoir, et c'est pourquoi vous les voyez en train de lutter actuellement, en train de verser le sang, comme Sylvie vient de le montrer, il n'y a pas un élément au-dessus de l'existence terrestre supérieure à la vie humaine. Alors, lorsqu'on porte atteinte à la vie humaine de cette façon, il y a un problème de conscience. Et la conscience de nos dirigeants depuis, on va dire, les indépendances, mais intensifiée depuis 1967, c'est une conscience que l'on peut résumer par les expressions de conscience du ventre et du bas-ventre. Ce sont des gens qui sont attachés aux oripeaux du pouvoir pour satisfaire leurs désirs en dessous de la ceinture. Alors, le pouvoir leur permet de mettre la main basse sur les deniers publics. Le Gabon est un État champion en matière de détournement de deniers publics. Tous ceux qui ont essayé de faire du business et les affaires avec le Gabon ressortent souvent déçus. Il y a des plaintes qui sont lancées par les entrepreneurs français. Et tout à l'heure, en parlant avec des gens dans la salle, ils m'ont rappelé les détournements même de l'argent de la coopération fournie par la coopération belge et utilisée à d'autres fins, etc. Et puis des Allemands qui ont essayé d'aller faire les affaires avec ce régime et en sont revenus totalement déçus. Donc, le pouvoir permet de mettre la main sur l'argent. L'argent permet ensuite d'encanailler, c'est-à-dire réduire les plus intelligents à des attitudes les plus basses que l'on puisse imaginer dans une collectivité. Donc, d'encanailler les plus intelligents et de neutraliser les plus réfractaires à ce système. Et c'est pour cela que ce système se maintient depuis 50 ans. Le troisième de cette partie, de quoi souffre le Gabon, c'est le Gabon en proie à la gabégie et au gâchis. Nul n'ignore que le Gabon est un pays riche, avec un PIB qui dépasse les 10 000 $ par habitant, quand une moyenne en Afrique, l'Afrique des 54 États, tourne autour de 1000 voire 2000 $ par habitant. Le Gabon, qu'est-ce que c'est ce pays? C'est un pays de 267 667 km², avec seulement 1,8 million d'habitants, qui produit du pétrole depuis près de 50 ans,
Et aujourd'hui, on a une production de 240 000 barils jour, produit du manganèse, a produit beaucoup d'uranium jusqu'aux années 2006. Cette production a été interrompue par Areva parce que les ressources ont été plus ou moins exploitées intensément. Mais ça se comprend. Quand on a affaire à un pays qui peut tourner du jour au lendemain, comme nous le voyons aujourd'hui, tous ceux qui viennent exploiter les matières premières ne viennent pas pour s'y attarder. Ils prennent et ils s'en vont. Et la conséquence même, puisqu'il n'y a pas d'état de droit, c'est que aujourd'hui, toute la région où on a exploité l'uranium est une région polluée. Polluée pour des millénaires. Parce que là, on a affaire quand même à une pollution à l'uranium. Le Gabon a d'autres ressources qui ne sont pas encore exploitées, telles que le fer. Le gisement de Belinga est considéré comme un des plus grands au monde, avec 1 milliard de tonnes de réserves. Il y a des métaux précieux et rares, l'or, le diamant, le coltan, tous ces métaux précieux qui font l'objet d'un trafic de la part de ceux qui sont au pouvoir. Alors, quand on regarde les indicateurs sociaux du Gabon, la seule réponse, c'est qu'ils sont au rouge. La santé, le logement, l'éducation, l'espérance de vie est inférieure à 60, même si statistiquement on nous dit c'est 63 ans, mais il est bien en dessous, parce que ce sont des États en plus qui sont habitués à falsifier les statistiques comme ils ont falsifié les chiffres électoraux tout à l'heure. Quelle leçon peut-on tirer de ça? D'abord, on remarquera que c'est une classe dirigeante totalement incompétente pour gérer et partager rationnellement les revenus qui ont été tirés depuis plus de 50 ans de l'exploitation des matières premières. Et ce gouvernement pousse son vice à l'extrême en molestant les multinationales qui leur donnent en fait des revenus basés sur des contrats de partage de production tels que Total, et pousse le vice jusqu'à vouloir révisiter les contrats de ces multinationales ou à leur inventer de nouveaux impôts pour continuer à les estorquer. C'est jusque-là que va ce gouvernement incompétent. Cette classe dirigeante est aussi incompétente donc à assurer le bien-être social des populations. On l'a vu, ce n'est plus à démontrer. Le bien-être social, je dis bien social, à quoi un pays sert-il d'être riche si 95% de sa population vit comme au Moyen-Âge en Europe? C'est aussi une classe dirigeante qui aujourd'hui est absolument inapte à assurer le bien vivre ensemble. Et je pèse mes mots. Quand on parle de bien vivre ensemble, c'est ce qui fait la cohésion, l'unité des Gabonais, donc des peuples autochtones. Aujourd'hui, ils ont lancé une course au pouvoir, une course au poste, qui fait que les ethnies se font concurrence. Elles sont entrées dans un clientélisme qui détériore petit à petit la confiance entre les habitants du Gabon. Mais le bien vivre ensemble se répercute aussi sur les rapports entre les Gabonais et les autochtones. Depuis peu, vous avez entendu parler de ces expressions du genre la légion étrangère au Gabon. Donc, on considère une classe étrangère comme étant au Gabon pour piller le Gabon. D'où de telles expressions, mais par-delà ces expressions qui caractérisent la classe qui pille avec le gouvernement en place, il y a tout un sentiment de xénophobie qui s'élève contre la plupart des étrangers qui viennent et sont utilisés comme connivants avec ce régime, soit pour exécuter des marchés de BTP, soit pour faire de l'import-export avec eux. Donc, ce régime est vraiment en train de détériorer le Gabon. Et pire encore, aujourd'hui, et là je demande votre attention, cette classe dirigeante est en train d'ouvrir une nouvelle brèche. C'est un sentiment anti-occidental. Si vous avez suivi le discours d'investiture de M. Ali Bongo, à aucun moment il n'a fait référence au rapport avec l'Europe proche. Le mot France n'a même pas été cité, ni Europe, n'est-ce pas? Il s'érige en panafricain qui veut régler les problèmes des Africains, entre Bantous, et qui, voyez-vous, parmi ses invités, c'est des dirigeants
qui n'ont pas de leçon de morale à donner à l'humanité. Et ça, je trouve que c'est très grave. Il intensifie les relations avec les pays du Golfe. Vous nous avez vu, il achète ses villas au Qatar, l'Arabie Saoudite. Il est arrivé jusqu'à engager l'armée gabonaise pour aider l'Arabie Saoudite à lutter contre le terrorisme dans la zone du Moyen-Orient. Les marchés aujourd'hui sont donnés aux entreprises singapouriennes. Et dans tous les cas, il y a en fait une tendance à privilégier les mauvaises fréquentations avec des gens éloignés pour en tout cas s'absoudre de bonnes relations avec l'Europe qui est dans un continuum géographique avec le Gabon et l'Afrique. Et donc, cette attitude de défiance, moi, je trouve qu'elle est très dangereuse parce que si un petit pays comme le Gabon arrive à défier l'Occident, la 5e ou 6e puissance comme la France, c'est un mauvais signal qu'on est en train de lancer dans cette Afrique de 54 États. Et si les petits ont pu défier la France et les puissances européennes, les autres vont se dire c'est faisable, nous allons petit à petit inverser le rapport de force. Donc je pense que ce mauvais exemple doit être stoppé aujourd'hui. Je ne suis pas là pour raconter des choses non fondées. Il y a suffisamment d'exemples. Écoutez, analysez les discours de M. Ali Bongo pour vous dire, attention, Adolf Hitler, lorsqu'il avait commencé l'occupation de la Pologne, et puis je ne sais plus quel autre pays, il a vu que les puissances de l'Ouest n'avaient pas réagi. C'était un petit ballon d'essai. Et à partir de là, il a poursuivi son expansion. Donc, il faut faire attention aux signaux que nous voyons aujourd'hui lancés par M. Ali Bongo, qui s'érige en bantou, en panafricain, et qui veut régler ses problèmes, en tout cas en éloignant les Blancs. Donc, comment nous, intelligentsia gabonaise, jeune génération gabonaise, vous avez vu la mobilisation partout dans le monde. Le Gabon est devenu un pays tellement invivable que la moitié de sa jeunesse est à l'extérieur du Gabon. Qu'est-ce que nous attendions de M. Ping et pourquoi nous nous battons pour lui? Et par-delà lui, pourquoi nous nous battons contre ce régime? Pour nous, en fait, M. Jean Ping représente pour la première fois l'alternance face au clan Bongo. C'est la dernière partie de mon intervention. Mais représente aussi la possibilité d'une alternative et donc d'un changement politique au Gabon. En l'occurrence, si vous remarquez aujourd'hui la constitution du Gabon qui est totalement violée depuis les indépendances et surtout depuis l'arrivée des Bongo en 1967 au pouvoir, est une constitution présidentialiste qui donne des pouvoirs excessifs au chef de l'État et se fonde sur l'éventuelle bonne foi de ce dirigeant. Jusqu'à ce que les crises et la baisse de la production pétrolière et la fin de l'exploitation de l'uranium n'arrivent, ce régime arrivait encore à acheter les consciences comme il pouvait. Mais aujourd'hui, les données sont en train de changer. Le vrai mal-être et malaise de ce régime est en train de se révéler par tous les échauffourées et les rébellions ou les révoltes que vous voyez de la part du Gabon. En tout cas, avec M. Jean Ping, nous espérions instaurer une nouvelle constitution et donc une nouvelle république au Gabon qui obligerait les dirigeants à la soumission à la loi, donc aller vers un état de droit et non que la loi, la Cour constitutionnelle, la CENAP, etc., l'armée ne soit assujettie au bien vouloir d'un homme. Et donc, ce serait une constitution qui donnerait la primauté aux institutions, qui serait en plus aussi, en réduisant le pouvoir présidentiel, réduirait les pouvoirs de l'État central, qui limiterait cet État central à des fonctions de cohésion générale et de cohérence de cohésion nationale et de cohérence globale. C'est une constitution qui donnerait aussi plus d'autonomie aux départements et aux communes afin que le Gabon devienne une terre d'investissement pour les Occidentaux et tous ceux qui ont l'intelligence pour venir exploiter avec nous et transformer ou exporter les richesses que nous avons au Gabon. Qu'est-ce que je peux enfin terminer par dire ici, c'est que aujourd'hui, le climat des affaires au Gabon ne permet pas un développement et encore moins l'émergence d'une industrie ou d'une économie viable au Gabon. Mais avec ce que nous voulons faire, le Gabon peut devenir un fer de lance de l'économie africaine en nous appuyant sur l'Occident, comme
Dubaï le fait, et comme la Corée du Sud l'a fait, n'est-ce pas? Pour juste vous donner deux chiffres, je rappelle au Gabon, 267 667 km² avec seulement 1,8 million d'habitants. C'est plus grand que la Grande-Bretagne qui fait 264 000 km² et dans un pays dans lequel il y a 64 millions. Donc il y a de la place pour les vrais hommes d'affaires, pour l'intelligence, pour les hommes d'éthique dans le Gabon, mais pas avec ce gouvernement qui est un gouvernement absolument violentogène et criminel.